Bonsoir tout le monde et bienvenue à Conversation sur l'arthrite. La session de ce soir est le rôle de l'alimentation sur l'inflammation et la douleur. Je me présente, mon nom est Heather. Oui, mon Internet ne fonctionne pas, malheureusement. J'étais en train d'expliquer quand j'ai perdu l'Internet à tous les invités ce soir que malheureusement, il y a des grosses tempêtes dans mon coin. Je suis dans l'ouest de l'île de Montréal et les vents sont très, très, très forts. Fait que malheureusement, les problèmes d'Internet m'obligent de prendre la ligne au téléphone. Fait que quand même, on va continuer. Merci beaucoup de votre patience, un petit peu de problèmes techniques, mais comme je disais, mon nom est Heather Holmes et je suis la vice-présidente Est du Canada de la Société de l'arthrite du Canada. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Elisabeth Cerqueira, nutritionniste, diététiste clinicienne depuis 23 ans. Elle est ici ce soir pour répondre à nos questions et les plus courants que nous allons recevoir sur le sujet ce soir est l'alimentation inflammatoire. Désolée. Les petits problèmes techniques, mon Dieu, on s'excuse. Alors, Elisabeth Cerqueira, qui est nutritionniste depuis 23 ans, est ici ce soir pour répondre à certaines des questions les plus courantes que nous recevrons au sujet de l'alimentation anti-inflammatoire et de son rôle dans la gestion des symptômes liés à l'arthrite. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Ce webinaire serait plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou au bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, comme moi, malheureusement, veuillez envoyer un courriel à info@commercialarthrite.ca pour adresser votre question à notre invité. Questions-réponses au bas de l'écran. Nous allons essayer de répondre au plus de questions qu'on peut avec le temps qu'on a ce soir. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre « Converser » qui se situe aussi en bas de l'écran pour échanger avec d'autres participants et avec le modérateur de la séance ce soir qui travaille pour la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou de clavardage, cliquez tout simplement sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Alors, de nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance portaient sur des thèmes similaires. Nous allons aborder donc en première partie les sujets de l'alimentation anti-inflammatoire, des allergies et intolérances alimentaires, ainsi que les aliments pro-inflammatoires. Nous allons parler aussi du microbiote et des différents types d'alimentation. Prochaine slide, s'il te plaît, Julie. Nous allons procéder à une séance de questions-réponses en direct à la fin de la session. Et je tiens à remercier Pfizer ainsi que tous les autres commanditaires de la série de webinaires Conversation sur l'arthrite. Et maintenant, commençons. Tout d'abord, bienvenue à notre invitée, Elisabeth Cerqueira. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir, ça me fait un plaisir d'être ici aujourd'hui, même si on a des vents violents et tout, je pense qu'on va réussir à faire notre session sur la nutrition et l'inflammation aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Elisabeth. Alors, pour débuter, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de nutritionniste dans le soulagement des douleurs anti-inflammatoires? Oui, je trouve que c'est une excellente question. Hein? Je suis clinicienne depuis plus de 23 ans. Je suis également co-auteure de 2 livres sur l'arthrite. Donc, ce sont des questions que les gens nous demandent beaucoup. Quel est le rôle de la nutrition et l'alimentation? C'est important de comprendre que la recherche, elle avance, puis qu'il faut quand même des études probantes. Donc, il faut quand même démontrer que la nutrition a un impact sur l'inflammation ou les douleurs. Et puis, c'est beaucoup de composantes, hein, environnementales, génétiques. Et la nutrition fait aussi partie de cette composante. Donc, je vais essayer d'aider aujourd'hui à vous simplifier l'alimentation. Puis, commencer par, c'est quoi une alimentation anti-inflammatoire? Est-ce que ça existe vraiment, une alimentation anti-inflammatoire? Parce que dans le fond, quand on vieillit, juste le processus du vieillissement est une forme d'inflammation.
Donc, c'est important de comprendre qu'une alimentation anti-inflammatoire, c'est aussi combattre qu'on appelle l'anti-vieillissement. Il y a beaucoup d'aspects qu'on va travailler au niveau de l'anti-inflammation. La première chose qu'on va faire, c'est regarder l'arthrite. Quelle forme d'arthrite, quelle forme de douleur, quelle forme d'alimentation aussi que la personne a là pour qu'on puisse l'aider. Fait qu'on va regarder après ça dans quelques slides plus loin, mais on va rester sur celle-ci. On va regarder aussi si la personne s'hydrate aussi. Est-ce que le corps est bien hydraté? Parce que les lubrifications ont besoin d'être bien hydratées. Donc ça, on va regarder ça si les personnes sont capables d'hydrater au niveau de l'intestin. Est-ce qu'il est constipé comme personne? Est-ce qu'elle est en diarrhée? Est-ce qu'elle a la peau aussi très sèche? Ce sont des points qui sont également reliés à l'arthrite qu'il faut regarder. Est-ce qu'ils mangent les fibres? Pourquoi les fibres? Hein? Souvent, les gens vont penser que les fibres, c'est souvent pour les selles, aller à la salle de bain plus facilement, pas avoir de constipation, de diarrhée, mais pas du tout dans l'arthrite. Parce que dans l'arthrite, on a beaucoup de compositions inflammatoires. Donc, par exemple, la CRP, qui est une protéine réactive, qu'on va l'avoir plus élevée chez les cas d'arthrite. Et les gens, dans les études, les gens qui mangeraient une alimentation plus riche en fibres seraient capables de faire baisser la C-réactive, qui est une protéine qui est inflammatoire. Donc, ce côté-ci, on va regarder comment manger assez de fibres. Donc, les fibres, en plus d'aider sur le microbiote, peut également aider au niveau de l'inflammation. On va regarder ça un petit peu plus tard. Puis, on entend beaucoup parler de l'antioxydant, comme je disais, le vieillissement, les phytonutriments, mais est-ce qu'il y a un impact vraiment au niveau de l'arthrite? C'est ce qu'on va regarder aussi. Les oméga-3, on en entend, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on entend beaucoup parler des oméga-3, mais les gens ne comprennent pas que c'est plutôt le débalancement entre l'oméga-6 et l'oméga-3 qui aurait un impact sur l'inflammation. Et malheureusement, dans les pays nord-américains, au Canada, également, on a un apport beaucoup trop élevé d'oméga-6. On va regarder dans quoi on les retrouve aussi. Donc, est-ce que ça serait pro-inflammatoire? C'est ce qu'on pense croire dans les recherches. Et l'oméga-3 serait plus anti-inflammatoire. Manger plus à la méditerranéenne. Alors, je suis quand même d'origine portugaise et heureusement, les recherches sont faites énormément au niveau, on appelle ça aussi les blue zones, où il y aurait moins de gens atteints d'arthrite. Donc, au Canada, on est à peu près 1 sur 4 pour la femme adulte à peu près, et puis 1 sur 6 pour l'homme, donc environ un 20%. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand on s'en va dans les pays européens, dont par exemple le Portugal ou l'Italie ou l'Espagne, etc., ils sont très près du 10% et moins de niveau d'arthrite. Donc, pourtant, on est quand même des Canadiens qui ont immigré, que ce soit de l'Angleterre, de la France, etc. Donc, si ça serait la génétique, ça faudrait que ça soit à peu près le même pourcentage. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont sur l'alimentation, qu'on n'a pas la même alimentation nord-américaine qu'une alimentation méditerranéenne, par exemple. Renforcer la paroi intestinale, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on aurait un microbiote différent? Est-ce que dès la naissance, on a notre propre microbiote qui fait qu'à ce moment-là, la maladie auto-immune serait impliquée? Est-ce qu'on change notre microbiote en vieillissant? C'est des choses qu'on va regarder ensemble. Là, ça, c'est un très bon point, le prochain. Hein? Identifier les allergies, les intolérances alimentaires. J'ai plusieurs personnes qui me consultent parce que moi, je ne peux plus toucher au gluten, je ne peux plus toucher au lactose, je ne peux plus toucher à plusieurs aliments. Mais est-ce vraiment une vraie allergie, une vraie intolérance? Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle la sensibilité non cœliaque au gluten, qui est 6% de la population. Est-ce que les gens qui ont l'arthrite auraient la sensibilité non cœliaque au gluten? Parce que les vraies personnes qui ne devraient pas manger de gluten, en guillemets, ce sont les gens qui ont la maladie cœliaque, qui est une autre maladie auto-immune. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à découvrir qu'il y a des gens qui ont la sensibilité non cœliaque au gluten, qui est 6%. Donc, est-ce que c'est tout le monde qui a l'arthrite qui devrait faire une alimentation sans gluten? On va regarder ça après. Diminuer les gras pro-inflammatoires, ça c'est très important, ce sont les oméga-6. Ce sont souvent les gras saturés.
les gras transformés, les huiles aussi qu'on va voir de palme, les huiles aussi d'arachide, les mauvaises huiles qu'on va aller voir qui vont beaucoup être dans les produits d'emballage. Donc, c'est sûr que si on a trop d'oméga-6 dans notre alimentation, donc je vais vous faire un petit test tantôt, vous allez voir dans quelques slides, je vais vous montrer aussi comment diminuer vos gras pro-inflammatoires. Mais c'est sûr que si on a trop d'oméga-6, et même si on mange assez d'oméga-3, les oméga-6 vont prendre le dessus dans le corps. Donc, il faut absolument qu'on ait plus d'oméga-3 et un peu moins d'oméga-6. Ce sont des choses à vérifier. Si vous regardez l'alimentation méditerranéenne, souvent en Grèce, en Espagne, au Portugal, etc., l'Italie, ce sont des gens qui habitent beaucoup près de la mer. Donc, c'est sûr que les poissons, que ce soit la sardine, le maquereau, la morue, etc., il va avoir un apport plus élevé en oméga-3 de façon plus simple que nous ici. Il faut vraiment aller chercher le poisson. Le poisson est plus cher aussi, c'est plus difficile. Est-ce qu'il faut vraiment prendre des suppléments? Ce sont des choses qu'on va regarder aussi. Puis diminuer les sucres raffinés. Donc, on dirait que le sucre, c'est comme l'ennemi. On dirait que la population a rendu le sucre comme étant un ennemi. Pourtant, le sucre, le miel, etc., est des bons sucres. Le sucre est quand même un élément important pour le cerveau. Alors, je vais vous revenir aussi. Quel est vraiment le problème du sucre raffiné? Est-ce vraiment manger du sucre qui est le problème ou est plus manger des produits qui sont transformés? C'est ce qu'on va vraiment regarder. Voilà, fait qu'on va passer à la prochaine slide. Merci beaucoup, Elisabeth, pour les explications. Et on a reçu beaucoup de questions sur l'alimentation anti-inflammatoire aussi, non juste de notre ligne de formation par courriel, par téléphone. Pouvez-vous nous dire comment procéder pour adopter ce type d'alimentation? Alors, c'est une très bonne question, hein, Heather. Donc, il faut comprendre que pour adopter une alimentation anti-inflammatoire, le plus grand problème des gens, c'est vouloir tout changer. D'accord? Donc, ça, c'est le gros problème. C'est comme si j'arriverais chez quelqu'un, puis cette personne-là, toute sa maison est en bordel, en guillemets, puis elle me demande de faire le ménage complètement. Donc, si on commencerait juste par nettoyer son salon, sa cuisine au lieu de ses armoires, donc c'est très important de comprendre que l'alimentation, c'est la même chose. Il faut y aller une étape à la fois pour être capable de réussir. Et les gens, malheureusement, déjà avec l'arthrite, la douleur, cuisiner, changer, on n'a pas toujours la motivation de vouloir tout changer et les gens finissent par abandonner. Donc, d'apprendre à y aller une étape à la fois et dire, OK, check, celui-là, je suis capable de le faire, je suis prêt à aller au prochain. Donc, le premier, les études de plus en plus sont, bon, comme on a vu tantôt, l'alimentation méditerranéenne, je pense qu'elle est au numéro 1 pas mal dans les études en ce moment. Par contre, les alimentations au niveau végétarisme, tout ce qui est végétarien, végétalisme, etc., est en train de se faire étudier beaucoup et ça diminuerait la protéine réactive. Donc, on avait vu tantôt qu'on appelle le CRP, dont vous pouvez faire tester aussi avec votre médecin. Puis, ça pourrait aider au moins de débuter une fois par semaine. Nous, on les appelle les lundis sans viande, les Monday Meatless aussi. Ce que ça veut dire sans viande, parce que les gens, ils pensent que le lundi sans viande, ah, ben je vais manger du poisson, je vais manger du poulet, et là, ils pensent que c'est le lundi sans viande. Non, le lundi sans viande, ça peut être le vendredi sans viande, ça peut être le mercredi sans viande, d'accord? Vous choisissez la journée qui fait votre bonheur, puis vous adoptez cette journée-là, puis vous dites, cette journée-là, est-ce que je suis capable de manger une journée que j'ai soit des légumineuses, des pois chiches, des lentilles, une soupe de légumineuses, une soupe de pois cassés. Il y en a qui vont adorer le tofu cette journée-là. Donc, si vous dites, oh, j'aime pas les légumineuses, j'aime pas le tofu, bien, ça peut être une journée un petit peu plus douce. Alors, on pourrait aller peut-être avec une omelette, d'accord, qui est un sous-produit. Ça pourrait être aussi une soupe avec juste un petit peu à ce moment-là de protéines végétales que vous pourriez voir dans quoi vous aimeriez ça. Il y a des fèves edamame aussi qui sont des protéines pour ceux qui connaissent ça. Donc, la première étape, c'est de voir est-ce que vous êtes capable de faire une journée par semaine végétarienne. Vous dites oui. Et après ça, on peut monter une deuxième journée végétarienne, ça serait encore mieux. De le faire à temps plein, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation encore là-dessus. Comme je vous disais tantôt, les études prônent encore l'alimentation méditerranéenne. On va aller tout de suite au deuxième. Quand on regarde comment semer des petits fruits,
Et on sait également qu'au Québec, il y a quand même beaucoup de framboises, au Canada aussi, framboises, bleuets, mûres. Pourquoi les petits fruits versus d'autres fruits? On va regarder quand même les autres fruits. Tous les fruits sont bons en passant. On va quand même regarder parce qu'il y a quand même des questions que je vais vous répondre à la fin parce qu'il y a des gens qui disent Ah, je ne vais pas manger des tomates, des oranges, etc., qui appellent les shades, hein, les fruits solacés. On va les regarder si la recherche le confirme encore, mais pourquoi les petits fruits? C'est qu'il y aurait plus d'antioxydants. Donc, des phytonutriments seraient plus élevés dans les petits fruits. Donc, il faut comprendre que quand on a une maladie auto-immune comme l'arthrite, il y a plusieurs maladies auto-immunes, il n'y a pas juste l'arthrite. Donc, nous, une nutritionniste, on va essayer de traiter la maladie auto-immune, l'arthrite comme une maladie auto-immune. Il n'y a pas d'alimentation encore aujourd'hui qui va dire voici ce que vous devez absolument manger juste pour l'arthrite. D'accord? Il n'y a pas d'études encore qui démontrent ça. Donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est j'ai une maladie auto-immune, est-ce que je suis capable de m'améliorer avec l'alimentation? Il ne faut pas oublier que la maladie auto-immune qui est l'arthrite, l'inflammation, elle a également plusieurs effets secondaires sur d'autres choses parce qu'avoir l'inflammation, ça peut affecter éventuellement le cœur, le diabète, les reins, le cerveau. Il y a énormément de choses. Donc, il faut toujours voir l'alimentation comme, bien, écoutez, ça ne m'a peut-être pas aidé autant au niveau de l'arthrite, mais ça m'a aidé sur d'autres choses. Ça m'a aidé sur le vieillissement, sur mon énergie. Alors, il faut faire vraiment attention. Il y a des gens qui vont voir beaucoup de bons résultats avec l'alimentation, puis il y en a d'autres qui vont voir des résultats sur d'autres effets, dont l'énergie, le sommeil, ça compte tout ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on a tous des corps différents, puis la maladie, elle agit différemment sur tout le monde. D'accord? Donc, les petits fruits, c'est pour les antioxydants, vous en avez besoin. Ensuite, manger des poissons gras. C'est quoi des poissons gras? 2 à 3 fois par semaine. Ce sont souvent des poissons qui sont un petit peu plus foncés ou rouges. Le thon aussi va en avoir. Donc, maquereau, sardines, hareng, le saumon, la truite. Essayez de l'avoir 2, 3 fois par semaine. Pourquoi il faut avoir plus d'oméga 3? Il y en a dans d'autres choses qu'on va regarder un petit peu plus tard. Les noix de Grenoble, il y en a, les graines de lin. Parce qu'on veut diminuer l'oméga 6, qui est un gras pro-inflammatoire. Donc, vous voulez être balancé entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Légumineuses, 2 à 5 repas par semaine. Pourquoi les légumineuses? Beaucoup de fibres, beaucoup de protéines végétales. Puis rappelez-vous que les fibres, ça diminue l'inflammation dans votre corps. Donc, c'est important de manger plus fibreux. Donc, on va regarder plus tard comment manger aussi plus de fibres. Lire les étiquettes. Pourquoi c'est important de lire les étiquettes? Les gens sont très attachés encore aujourd'hui à les calories, les protéines, mais ça ne nous dit rien. D'accord? Je pourrais acheter des bonbons, puis je pourrais acheter un fruit, puis les deux vont avoir 15 grammes de sucre. D'accord? Mais la liste des ingrédients n'est pas pareille. Donc, plus vous achetez un ingrédient, vous regardez la liste. Quand vous commencez à nommer des noms que vous ne connaissez pas, peut-être les réduire dans votre alimentation. Et puis, le prochain est très intéressant. Beaucoup de gens maintenant le connaissent avec Santé Canada qui l'a beaucoup lancé aussi. Puis, l'assiette santé 1 et 2 que tu peux voir, que tu peux mettre sur la prochaine slide. Donc, quand on regarde ici, l'assiette qu'on nous, on appelle Nutri-Simple, donc il faut que ça soit simple. Quand vous regardez votre assiette comme ce soir ou demain midi, regardez, est-ce que votre assiette, vous avez au moins la moitié de l'assiette en légumes? C'est facile pour moi de vous dire ça, mais croyez-moi, je pense qu'on est rendu à plus de 50% des gens qui ne mangent pas assez de légumes. Donc, c'est facile pour moi de dire aux gens, mangez plus de légumes, on l'entend beaucoup, mais commencez juste par regarder votre assiette. Est-ce qu'il y a la moitié d'assiette de légumes? Donc, puis mangez les légumes que vous aimez, parce que les légumes, encore là, antioxydants, phytonutriments, les fibres, vous allez avoir moins d'inflammation. Première étape, mettez la moitié d'assiette de légumes. Puis si vous avez de la difficulté à faire la moitié d'assiette de légumes, mangez-les en crudité sur la table. Alors ça, c'est important. Ensuite, diviser le corps, qu'on va regarder c'est quoi des PES, qui sont des P pour produits, A pour amidonnées, S pour sucre ajouté, que malheureusement, aujourd'hui, les gens vont manger 3/4 de l'assiette et plus de PES, qui sont les produits amidonnés, sucre ajouté, et pas assez de légumes et pas assez de bons aliments
protéinés. Fait que ça, on va le regarder plus tard. Puis vous complétez, si vous voyez le bas dans les petites bulles, vous voyez les fruits, les bons gras, les produits laitiers encore, hein, c'est très controversé encore. Est-ce que je dois prendre du lait? C'est pas bon pour moi. J'ai lu des livres, il y a de la recherche qui disent que c'est pas bon, il y en a qui disent que c'est bon. Puis si on s'arrête sur la question, est-ce que je devrais prendre des produits laitiers ou non? Voici un des gros problèmes. Il y a des gens qui ont de l'arthrite, qui vont avoir de l'arthrose, qui vont avoir de l'ostéoporose. Alors, on va se ramasser avec des gens qui, s'ils ne prennent pas assez de calcium et de vitamine D, vont accentuer leurs problèmes. Puis, il y a des gens qui ont des intolérances au lactose. Il y a des gens qui en ont. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut faire attention avec les recommandations générales. Il faut y aller cas par cas. Est-ce que vous avez essayé de le retirer pendant 2-3 semaines puis ça vous a fait du bien? Est-ce que vous êtes à risque pour de l'ostéoporose? Est-ce que vous avez fait des tests avec votre médecin pour l'ostéopénie, etc.? Donc, il faut évaluer ces risques et c'est très important de prendre des conseils personnalisés pour vous et faire attention aux conseils généralisés. Très bien. Oui, merci. Alors, ensuite, vous avez l'eau et le thé vert. Vous voyez, je bois souvent un thé vert en consultation ou pendant mon travail. Vous avez des thés verts comme des thés verts Sansha qui sont japonais, etc., qui ont des niveaux d'antioxydants très élevés. Je vous recommande de mettre deux, si vous n'avez pas le thé en passant, très peu de caféine, on appelle ça de la théine. Donc, à moins que vous ayez une sensibilité accrue à la théine, je vous recommanderais de prendre facilement 2-3 tasses de thé vert par jour pour même travailler au niveau de votre inflammation, antioxydants, hydratation, etc. Très, très bon pour vous. D'accord? Donc, prochaine slide. J'espère que vous avez bien compris au niveau de l'assiette, par quoi débuter. Oui, merci beaucoup, Elisabeth. Puis encore nos excuses pour les problèmes techniques, mais vous avez dit tantôt, je peux vous dire de manger plus de légumes, mais c'est pas aussi simple. On sait que c'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus difficile dans la vie quotidienne. Alors, quels sont les changements les plus faciles à adopter pour mieux manger et intégrer l'alimentation anti-inflammatoire? Donc, si on regarde, si on avance au niveau de votre slide, alors la première, dans le fond, je vous dirais que 3 étapes assez importantes que vous pourriez déjà pratiquer dans les 2 prochaines semaines. Est-ce que vous avez toujours le midi et le soir la moitié de l'assiette de légumes? Beaucoup de fois, ça va être un non. Si c'est un non, à ce moment-là, prenez vos collations, des fois avec des crudités, puis regardez les légumes que vous aimez, que ce soit des concombres, des poivrons. Même si vous me dites « Ah, j'aime pas beaucoup de légumes », c'est pas grave. Essayez de voir, ça peut être la salade, ça peut être vraiment vous aimez, débuter comme première étape, au moins avoir la moitié de l'assiette de légumes midi et soir. Ça, c'est la première étape, je vous dirais, les 2 prochaines semaines. Ensuite, c'est quoi des produits amidonnés et sucres ajoutés qu'on appelle, bon, souvent les PAS, les produits amidonnés et sucres ajoutés? C'est sûr que le tableau est un petit peu petit, mais vous pouvez voir, dans le fond, c'est quoi un PAS, 2 PAS, 3 PAS, que vous voyez, c'est quoi des produits amidonnés. Mais pour vous donner un exemple, si je mange une tasse de pâte cuite, d'accord, qui est dans le 3, ça veut dire que quand je mange une tasse de pâte cuite, je viens de manger l'équivalent comme 3 tranches de pain. S'il y a des gens qui me disent « Ah, moi, je vais prendre 2 tasses de pâte », bien, je suis rendue à 6 tranches de pain. Si le midi, j'ai mangé également beaucoup de féculents, si je prends plus, par exemple, si vous regardez dans le 3 PAS, le matin, je prends un bagel, je suis déjà à 3 PAS. Il y en a qui vont même se prendre une canette de boisson gazeuse. C'est 3 PAS, ça veut dire que c'est 3 tranches de pain. Puis, quand on regarde les guides alimentaires canadiens, ils sont souvent entre 5 et 7 dans l'âge adulte. C'est sûr que j'aurais besoin d'une recommandation personnalisée par personne. Mais Heather, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens au Canada qui sont 10, 15, 20, 25 par jour de produits amidonnés. Donc, quand les gens commencent à avoir peur du sucre, ils disent « Ah, je ne vais pas manger de sucre, je ne vais plus manger de ça », mais dans le fond, ils ont juste trop de produits amidonnés. Ils sont débalancés, ils ont trop de produits amidonnés, sucres ajoutés, pas assez de légumes, pas assez de fruits, pas assez de protéines, pas assez de fibres. Comprenez ce que je veux dire? Ils sont débalancés. Donc, je vous ai laissé l'appel. Vous ferez le test pour voir combien de produits amidonnés, sucres ajoutés vous mangez à peu près dans votre journée. Ça va vous donner une idée. Est-ce que vous en avez 12, 13, 14, 15, 16 par jour? Ce que je vais voir en bureau en passant en Heather. Donc, pour moi, c'est normal que les gens mangent autant et c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que si les gens mangent trop de produits amidonnés, ça veut dire qu'ils ne mangent pas assez des autres aliments.
Donc, on se ramasse encore avec un débalancement au niveau de leur nutrition. Donc, les gens sont souvent très préoccupés par faut pas que je mange de gluten, faut pas que je mange de lactose, il faut que je mange, je vais aller me chercher du curcuma, qu'on va regarder ça, je vais aller me chercher des suppléments, etc. Mais ils n'ont même pas la base. Donc, il faut y aller par étapes. Donc, comme je vous disais, il y en a qui vont dire, hey, moi, je suis déjà bon dans la moitié de l'assiette de légumes. Oh, j'en mange pas de produits amidonés. Parfait, ça veut dire que la première étape est faite, deuxième étape est faite. Troisième étape, on peut changer de slide. Tu t'en vas Alors, troisième slide. Est-ce que vous mangez le tableau à votre gauche? Est-ce que vous mangez assez de fibres? En ce moment, les études pour le microbiote qu'on va aller plus tard vont jusqu'à 50 grammes de fibres par jour pour être capable de développer des bonnes bactéries parce que les bactéries aiment manger les fibres. Donc, là, je me ramasse avec des gens avec des diètes keto, des jeûnes intermittents, la diète carnivore. Là, et là, on se ramasse avec tellement de diètes que c'est, on appelle parce que quelqu'un, ça a fonctionné sur lui, bien là, c'est vendu at large à travers la province et le monde. Alors, il faut faire attention avec des études de cas. C'est pas parce que quelque chose fonctionne sur moi que ça va fonctionner sur vous. Ça, c'est vraiment important. Et ça se peut qu'il y ait des études de cas qu'avec cette personne-là, ça a super bien fonctionné, ce type de diète-là, parce que c'était la personne qui avait une inflammation différente. Peut-être qu'elle avait un problème au niveau de l'intestin. On ne connaît pas toute l'histoire médicale de la personne. Il faut juste faire attention à avez-vous été par étapes? Est-ce que la personne mange assez de fibres? Je vous ai mis une liste de plein de choses qui ont des fibres. Par exemple, une poire avec pelure, ça va vous apporter 4 grammes de fibres. Si vous mangez 2 cuillères à table de graines de chia, ça va vous apporter 8 grammes de fibres. Puis en plus, la graine de lin, la graine de chia, les noix de Grenoble vont vous apporter aussi des oméga 3. Fait que je vous ai laissé la feuille, vous pourrez le regarder, même vous, Heather, vous pouvez le regarder et dire, je mange-tu assez de fibres? Moi, je vous dirais, si vous atteignez déjà le 30 grammes de fibres, c'est déjà super. Donc, vous dites, je suis capable d'avoir 20 grammes dans la journée. Oh, non. Puis là, je demande 30. Donc, commencez par 20 grammes. Après ça, vous montez à 30 grammes. Est-ce qu'on est capable de se rendre jusqu'à 50 grammes? C'est un challenge, ça. Donc, j'ai mis, si vous regardez dans l'autre, à droite, il y a 30 grammes de fibres qui est au milieu. Donc, si on vient au numéro 1, boire plus d'eau, est-ce que vous buvez assez d'eau? Vous dites, moi, j'aime pas ça, boire de l'eau, etc. Mais rajoutez du gingembre, qui a quand même des petites propriétés anti-inflammatoires. Comme je dis, des petites propriétés inflammatoires. C'est pas parce que je prends du gingembre que je vais enlever mon inflammation. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. D'accord? Par contre, si je décide de manger beaucoup de fibres, moitié de l'assiette de légumes, je fais attention à ne pas trop manger de plein de produits amidonés. Et là, je rajoute un petit peu de gingembre, de la menthe. Et là, c'est des plus. Ça va vous aider. D'accord? Mais quand on travaille dans l'isolement, d'accord? Moi, je prends du curcuma, moi, je prends du gingembre, etc. Les résultats sont très, très petits. Les études le confirment. C'est de l'additionner avec les comportements alimentaires. Ce sont des additions. Un peu comme faire le ménage de votre maison. On va nettoyer un peu ça, et là, tout est propre. C'est la même chose au niveau de l'alimentation. Il faut additionner plusieurs petites choses pour être capable d'avoir une bonne nutrition. Et c'est pour ça qu'il faut y aller une étape à la fois. Ensuite, oui. Non, c'est de très bonnes stratégies, Elisabeth. J'adore les suggestions, puis je pense que juste de vérifier, comme vous avez dit, étape 1, étape 2, étape 3, c'est des stratégies faciles qu'on peut mettre dans notre quotidien. Merci beaucoup. Oui. Des fois, c'est aussi, des fois, les gens ne les font pas. Donc, la plupart des gens qui viennent me voir pour les cas d'arthrite, ne mangent pas assez de fibres. N'oubliez pas, je travaille vraiment avec le public, je travaille avec les gens, donc je suis capable de voir que les gens ne mangent pas assez de fibres, ne mangent pas assez de légumes, ne font pas la diète méditerranéenne, ne mangent pas assez de poissons, mangent trop d'oméga 6, mangent trop de produits amidonés, sucres ajoutés. C'est sûr qu'il y a toujours les extrémistes qui vont vraiment y aller avec le sans gluten. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont même pas capables par la base, qu'on leur demande de déjà aller à Z. Donc, il faut trouver où est-ce que vous situez là-dedans. D'accord? C'est vraiment ça qui est vraiment important. Donc, je ne vais jamais dire à quelqu'un que le sans gluten n'est pas bon, que le sans lactose, ce n'est pas vrai. Tout est bon en passant. C'est qu'on ne sait pas à qui ça s'adresse. C'est ça qui est super important. Puis ensuite, on voit, c'est super intéressant, je l'ai quand même mis, parce que manger 1 à 2 noix du Brésil, c'est la seule noix
qui contient autant de sélénium. Et le sélénium est un puissant c'est un minéral qui travaille, un antioxydant qui travaille au niveau également de l'inflammation. Ça, c'est facile à rajouter dans son alimentation. On rajoute une ou deux noix du Brésil, puis on a déjà la valeur qu'il nous faut. Excusez-moi. Ensuite, vous avez les noix de Grenoble pour l'oméga 3, les graines de lin, les graines de chia, les fines herbes, les épices. Ceux qui veulent rajouter, c'est ça, le curcuma, la coriandre. Là, ils vont aller, hey, j'ai entendu dire que le safran aussi, c'est bon. Plus, c'est bon. C'est ça, je vous dis. Mais n'isolez pas un problème. Donc, n'isolez pas, ne dites pas à quelqu'un, si vous mangez du curcuma, c'est sûr que vous n'aurez plus d'arthrite. Faux. D'accord? Donc, il faut il faut additionner pour avoir des effets. D'accord? Alors, prochain slide, Eda. Oui, merci beaucoup, Elisabeth. On entend parler depuis quelques années de l'intestin et aussi du microbiote intestinal. Quelle est la relation entre le microbiote et l'inflammation? C'est sûr que c'est très intéressant parce que le microbiote, surtout aujourd'hui en 2023, c'est des sujets surtout, hein, même la dépression, les maladies, etc. Donc, au niveau de l'arthrite et de l'inflammation, c'est quand même en train de s'étudier parce qu'ils vont travailler, est-ce que le microbiote, est-ce que les bactéries seraient différentes chez quelqu'un qui a de l'arthrite versus quelqu'un qui n'aurait pas d'arthrite? C'est ce qu'ils sont en train d'étudier. Il semblerait que oui, que le microbiote serait différent en cas d'inflammation. Donc, c'est pour ça que ça va être important pour les gens qui ont des cas de maladies auto-immunes, d'arthrite, etc., de peut-être regarder un peu et de travailler à améliorer leur microbiote. Qu'est-ce qui améliore le microbiote? Eh bien, il y a plein de gens qui ne connaissent pas peut-être le mot glutamine, mais ça pourrait aider au niveau de la perméabilité intestinale. Donc, parce que la perméabilité intestinale, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a trop d'inflammation, ça pourrait affecter la perméabilité de l'intestin et l'inflammation passerait plus facilement. Donc, manger plus. Bon, bien, je me répète, hein, mais vous voyez que manger plus d'épinards, légumes, légumineuses, on vient d'en parler en mangeant plus végétarien. Poisson, on vient d'en parler tantôt. Persil, pas poison, je vois, mais poisson, hein, il manque un S, on va le rajouter. Donc, ça va être important à vraiment travailler là-dessus. Donc, ce qui est super important de comprendre, c'est que vous allez remarquer qu'une recommandation va aider plusieurs choses. D'accord? L'inflammation, le microbiote, etc. Et non juste toujours isolé, travaille juste sur ton microbiote, mais en travaillant sur le microbiote, ça va être plein d'autres choses. Si quelqu'un décide de dire, moi, je veux rien faire, juste faire la diète méditerranéenne, par exemple, bien déjà là, il va déjà aider son microbiote. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer de simplifier les conseils. Les probiotiques, est-ce que c'est bon? Bien, c'est la même chose, ça va dépendre. Si quelqu'un a de l'arthrite, puis prend des médicaments pour diminuer son système immunitaire, et là, prend des probiotiques par-dessus ça, ça va réaugmenter son système immunitaire. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des rhumatologues dire, il ne faut pas prendre de choses qui augmentent votre système immunitaire si vous êtes déjà sur des médications qui baissent le système immunitaire. Mais il faut y aller peut-être dans l'alimentation à ce moment-là. Alors, tantôt, on avait parlé des produits laitiers. Les probiotiques, ils vont malheureusement aujourd'hui les mettre dans les yogourts grecs, etc. Donc, vous voyez que les conseils vont se contredire. C'est pour ça que c'est important de vérifier, est-ce que j'ai vraiment une intolérance au lactose? Est-ce que j'ai vraiment une intolérance au gluten, etc.? C'est à vérifier. D'accord? Les enzymes, d'accord, c'est important pour la digestion, c'est important pour la perméabilité intestinale. Papaye, ananas, kiwi, et ça vous apporte des fibres aussi. Et les études, est-ce que c'est les enzymes ou est-ce que c'est les fibres qui aident? C'est ce qui devient difficile dans les études. Les fibres, est-ce que c'est 30 grammes ou 50 grammes? Je vous dirais, si vous faites déjà 20, on va déjà être bien content. Montez ça à 30, puis si vous êtes capable de 50, ça va être super pour votre microbiote. Les oméga 3, il y a les oméga 3 végétales, il y a les oméga 3 marins. Pour l'instant, l'oméga 3 marin est plus puissant. L'oméga 3 végétal, il y en a dans les noix de Grenoble, graines de lin, graines de chia, il y en a un petit peu dans les fèves d'edamame aussi. Puis vous pouvez aller en ligne aussi et taper oméga 3, etc. Ça va vous apporter toute une liste aussi. Puis n'oubliez pas, il faut augmenter les oméga 3. Le curcuma a été étudié aussi sur le microbiote.
L'hydratation, ça a été étudié. Fait que vous voyez comment tout s'additionne à ce moment-là. Donc, commencez par mettre tous ces petits points-là. Vous allez voir comment vous allez déjà mieux vous sentir. De toute façon, c'est sûr que vous allez vous sentir mieux juste au niveau de l'énergie. Et c'est important de comprendre qu'avoir de l'énergie avec une maladie auto-immune est quand même une priorité numéro 1. D'accord? Dormir est une priorité numéro 1. Pourquoi? Parce que la douleur est associée à la fatigue. La douleur est associée au manque de sommeil. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut regarder sur l'alimentation. Voilà. Alors, je suis prête à la prochaine slide. Très bien expliqué. Merci beaucoup. Oui. Honnêtement, Elisabeth, merci beaucoup. Vous avez partagé votre expérience, vos suggestions et comme vous pouvez imaginer, on a reçu plusieurs questions. Il nous reste quand même un bon 25 minutes, alors on a le temps de répondre à plusieurs, mais encore là, avant de commencer les questions. Merci d'avoir partagé votre expérience. Je vais lire la question qui vient d'être envoyée. Lorsqu'on fait des changements, on prend étape 1, étape 2, étape 3 et on vient de la perdre. Hein? Nous allons la reconnecter dans quelques instants. Je sais que les questions sont sur les changements. J'ai bien hâte de les Oui. Ça va se reconnecter. Désolée. Alors, lorsqu'on fait des changements dans notre alimentation, après combien de temps est-ce qu'on peut attendre à ressentir des effets positifs? C'est ce qui est super intéressant, c'est une très bonne question. Donc, au niveau de l'alimentation, il y en a que ça va être très rapide. Il y en a que dans les 2-3 premières semaines vont déjà voir des résultats au point de vue, c'est ça, je vous dis, il y en a c'est sur l'énergie, il y en a c'est sur les mouvements, il y en a c'est sur le muscle, il y en a c'est sur le sommeil. Sur l'inflammation, c'est difficile à dire, d'accord, sur combien de temps. Il y en a que c'est sur des mois, il y en a que c'est sur des années, il y en a, c'est très difficile à dire. Mais il faut le faire de toute façon. Prendre soin de soi au niveau de l'alimentation, il faut le faire pour juste éviter aussi d'apporter votre inflammation ailleurs dans votre corps, que ce soit au niveau du cœur, au niveau des organes. C'est pour ça que c'est important de le faire. Mais je vous dirais, souvent, les gens vont avoir un impact dans les 2 à 4 premières semaines. Parfait, merci. On a beaucoup entendu, puis vous l'avez mentionné tantôt, que les légumes nightshade, que ce soit tomates, poivrons, aubergines, entraînent une inflammation des articulations. D'après vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut vraiment les éviter complètement? C'est sûr que la recherche, elle est quand même bonne. Il y aurait des gens, vous savez, il y a des gens qui ont des allergies qu'on appelle des allergies croisées. Il y a des gens qui vont avoir des allergies aux chats, aux chiens, aux bouleaux. Et là, au latex, par exemple, puis ils vont être allergiques à la banane, ils vont être allergiques à des kiwis, ils vont être allergiques aux tomates à cause d'allergies croisées. Donc, la première chose que je dirais à ces gens-là qui ont peut-être des nightshades, il y a peut-être des allergies croisées, des allergies sous. Donc, il faut traiter les allergies, il faut l'essayer pour voir, oui, j'ai vu une grande différence, mais c'est très rare que c'est ciblé sur la tomate, sur l'aubergine, etc. C'est souvent ce qu'on appelle des allergies croisées en arrière de ça. La recherche est encore très faible à ce domaine-là, donc je dirais vraiment qu'on est en expérience à essayer à ce moment-là. D'accord? Donc, c'est pas que c'est un oui ou un non, même chose. La recherche, là, c'est encore clinique. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui disent, hey, moi, je me sens bien quand je fais ça. Y a-t-il un effet placebo? Y a-t-il vraiment de la vraie recherche? Il y en a qui disent vraiment que oui. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, ça ne fait absolument rien chez moi. Là. Comme il y en a, c'est les fraises aussi. Il y en a qui ont vraiment des impacts sur les fraises, etc. Donc, c'est à essayer, je vous dirais. Bon, il existe plus de 100 formes d'arthrite, comme on le sait, et est-ce qu'on devrait adapter l'alimentation pour chacun? Puis vous avez déjà adressé un petit peu, mais est-ce que les recommandations sont spécifiquement à un type de maladie plus que l'autre, ou est-ce qu'on peut appliquer les commentaires et les suggestions que vous avez faites pour tout le monde? Non, c'est impossible. Puis je pense même dans les 100 prochaines années, ils ne seront pas capables de isoler une maladie ou un type d'arthrite puis dire il faut absolument manger comme ça. À part, par exemple, quelqu'un qui a une maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune, on retire le gluten, par exemple. Mais encore aujourd'hui, il y a trop de formes d'arthrite pour dire ce type d'alimentation-là va vous aider. Celui qui est concluant encore, c'est l'alimentation méditerranéenne qui est encore concluante pour pas mal toutes les formes d'arthrite. Merci.
Assez souvent, puis ça c'est une question qu'on a reçue par courriel, je vais vous la lire, assez souvent la prise de produits laitiers est déconseillée complètement en raison des effets inflammatoires du lactose, mais ils sont recommandés pour lutter contre l'ostéoporose. Puis vous avez déjà touché, mais spécifiquement, c'est quoi la suggestion la plus peut-être appropriée pour cette question? C'est difficile parce que la recherche va toujours s'arrêter. Est-ce que cette personne-là a vraiment une intolérance? Est-ce que son microbiote est affecté par le lactose? Est-ce que ses bactéries sont vraiment affectées? Moi, j'ai toujours dit aux personnes, la recherche, elle est faible encore là-dessus. Il faut y aller encore en recherche clinique. Il faut l'essayer, voir, et puis il faut remplacer, s'assurer que la personne va manger assez de calcium, assez de vitamines, assez de protéines, etc. Si elle n'est pas capable de remplacer, puis elle se ramasse après ça avec de l'ostéoporose, c'est pas mieux. Donc, il faut analyser, je vous dirais, c'est essai-erreur à ce moment-là, mais la recherche, malheureusement, n'est pas concluante encore sur les produits laitiers. Il n'y a pas assez d'argent pour mettre de l'argent à tester des milliers de gens avec de l'arthrite et le lactose isolé. C'est très difficile à ce moment-là. Puis des fois, ce qui se passe aussi dans la recherche, c'est que si la personne décide de retirer le lactose ou le gluten, souvent, cette personne-là, elle va décider aussi de prendre soin de sa santé. Donc, elle va commencer à manger mieux tout d'un coup. Plus de fibres, plus de légumes, plus d'eau, elle va faire des propres. Donc, est-ce que c'est le fait qu'elle a changé son alimentation ou c'est parce qu'elle a retiré le gluten et le lactose? Fait que je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que la recherche est difficile à conclure. Il faudrait vraiment isoler des gens qui n'ont rien changé, juste retirer le lactose et les recherches sont pas encore là. Oui, merci. Nous avons reçu beaucoup de questions sur l'alcool. Est-ce que la consommation d'alcool peut augmenter l'inflammation ou si on peut prendre un verre de vin de temps à autre? Bien, c'est sûr que le foie, qui est un organe qui est très puissant, d'accord, le foie est capable quand même de détoxier un certain montant d'alcool. Mais c'est sûr que vous allez le voir, quand vous allez voir dans les slides de tantôt, il y avait les produits amidonés, sucres ajoutés, on a inclus l'alcool. Quand on prend un verre de vin, c'est comme si on mangeait à peu près l'équivalent presque d'une tranche de pain. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les recommandations chez la femme, sans arthrite, d'accord, sont à peu près à 7 verres de vin par semaine, et chez l'homme à peu près 10, dont ils recommandent au moins 1 à 2 journées sans alcool total. C'est sûr que l'alcool, il faut quand même faire attention. Par contre, d'en avoir un petit peu parce que ça nous fait un petit peu de plaisir, être avec des gens un petit peu de social, je ne pense pas qu'il y aurait du mal parce que le foie est capable de détoxifier quand même. Oh, c'est bien. Merci, très bien expliqué. Il y a quelqu'un qui pose la question, pouvez-vous répéter un petit peu la balance et la différence entre l'oméga 3 et le 6 et qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Donc, quand on a trop d'oméga 6 dans le corps, ça va venir diminuer l'oméga 3 dans notre corps. Puis l'oméga 3, c'est un gras qui est anti-inflammatoire. Donc, l'oméga 6 est pro-inflammatoire et l'oméga 3 est anti-inflammatoire. On vit dans une société en ce moment, d'accord? De pas mal tout ce que vous mangez a déjà de l'oméga 6, d'accord? Quand vous achetez un aliment transformé, c'est fait à base d'une huile qui a de l'oméga 6. Donc, on mange trop d'oméga 6. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas parce qu'on ne mange pas assez. Il y a beaucoup de gens qui vont manger 2, 3, 4 fois par semaine du poisson. Ils mangent trop d'oméga 6. C'est pour ça que si la personne elle regarde un peu la feuille des produits amidonés, sucres ajoutés, si elle diminue un peu les aliments, les mauvaises huiles ou les aliments transformés, elle va diminuer son oméga 6. Si son oméga 6 est diminué, qu'elle augmente son oméga 3, elle va avoir un ratio qu'on appelle oméga 3, 6 meilleur. OK. Et si on diminue tout simplement le 6, mais on n'ajoute pas le 3? C'est déjà mieux, par contre, d'accord? Donc, si on rajoute plus d'oméga 3 dans son alimentation ou qu'on fait juste diminuer l'oméga 6, mais qu'on ne rajoute pas d'oméga 3, il y a quand même, on diminue quand même les gras pro-inflammatoires. Donc, c'est comme je vous disais, ce sont des étapes. On diminue les oméga 6, super, mais c'est sûr qu'augmenter les oméga 3, c'est un plus pour vous. Donc, toute s'addition, d'accord? Mais oui, diminuer les oméga 6, c'est quand même une belle étape à faire. Puis même chose, vous pouvez couper oméga 6.
Mais il ne faut pas voir les oméga-6 comme étant... C'est impossible d'éliminer les oméga-6 de son alimentation. OK. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Ce qui est mauvais, c'est qu'on en a trop. C'est ça qui est mauvais. D'accord? C'est qu'on en a trop. Oui. Oui, c'est vrai. Merci. L'autre question par rapport aux viandes. Est-ce qu'une alimentation carnivore peut améliorer les problèmes d'arthrite? Oui, il y a beaucoup d'études qui commencent à se faire. Il y a également aux États-Unis, c'est quand même devenu des diètes qui ont pris de l'ampleur, d'accord? Pour l'arthrite, il y a des gens qui ont décidé d'adopter complètement les diètes carnivores, puis qui ont vu, il y en a qui ont vu leurs symptômes complètement disparaître. Mais moi, de ce que j'ai de ma clientèle, ils ne sont pas capables de faire ça. De toute façon, de ne pas manger. Une diète carnivore, on parle vraiment de manger un steak le matin, quasiment un steak le midi, puis quasiment un steak le soir. Donc, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, premièrement, se ramasse avec très peu de nutrition dans son corps. Donc, est-ce que c'est le fait qu'elle ait vraiment de toxines au niveau de son corps éliminé? C'est très difficile pour nous d'expliquer pourquoi il y a des gens qui se sentent mieux à faire ça. Est-ce que c'est des effets placebo? Par contre, Heather, la seule affaire que je peux vous dire, c'est que j'ai 0% de mes clients, ça fait 23 ans que je fais mon métier, qui sont capables de faire ça. Donc, est-ce que c'est des jeunes qui s'approprient ça puis lancent ça sur le net, sur TikTok, etc.? Je ne peux pas dire que c'est bon, je ne peux pas dire que c'est mauvais. La recherche n'est pas là encore aujourd'hui. Mais par contre, bonne chance, suivre ça. D'accord? Très, très, très difficile, je veux dire. Et imaginez, je vous annonce aujourd'hui, il faut manger un steak le matin, le midi, le soir, c'est fini votre journée. Oui, oui. Très, très, très difficile. Et puis, toute la malnutrition qui peut embarquer là-dedans. Il faudrait des études beaucoup plus avancées. D'accord? Mais par contre, cliniquement, il y a des gens qui se sont sentis mieux quand même. Merci. Alors, vous avez déjà touché le point un petit peu plus tôt, mais on parle du sucre dans cette question-là. Est-ce que les pâtisseries, les fruits ou les autres sucres sont toutes à éviter? Est-ce que tous les sucres sont équivalents? Non, pas du tout. Puis même, il ne faut pas oublier que faut pas oublier que votre corps, d'accord, quand on mange des produits amidonnés, on enlève le mot sucre, d'accord, quand on mange des produits amidonnés, quand on mange des pommes de terre, du maïs, du riz, des pâtes, couscous, du pain, ça va se transformer en glucose, fructose dans le corps par le foie, d'accord? C'est qu'il y a des sucres qui sont directs, puis il y a des sucres qui sont moins directs. D'accord? C'est pour ça que nous, on met ça dans la catégorie des produits amidonnés sucre ajouté. D'accord? Alors, si quelqu'un mange une pâtisserie, par exemple, elle a des sucres plus agités, plus rapides, mais c'est l'équivalent peut-être de 3 tranches de pain. Donc, ce qui va faire la différence, c'est combien à la fin de la journée elle a mangé. Est-ce qu'elle a mangé beaucoup de produits amidonnés, sucre ajouté à la fin de la journée? Donc, c'est vraiment ça qui est plus important parce que les gens isolent le sucre, mais ils oublient qu'il y a plusieurs produits qui vont se transformer aussi en fructose, glucose dans le corps, dont l'alcool aussi qu'on a parlé tantôt aussi. Il ne faut pas oublier que ça se transforme en sucre dans le corps. Puis l'autre point aussi, il faut comprendre, c'est que est-ce que les fruits les aident ou vont plutôt être néfastes sur leur corps? Donc, il y a des antioxydants, il y a des phytonutriments, la diète méditerranéenne les supporte. Donc, ça va être encore cas par cas. Mais c'est sûr que je suis celle qui va vous dire de prendre des fruits, absolument, puis de contrôler et modérer vos produits amidonnés, sucre ajouté. D'accord? Donc, ça va dépendre plus de la quantité dans une journée. Donc, c'est ce qu'on voit vraiment dans la recherche qui va aider. Parce que être heureux, le plaisir, ça fait aussi un bien-être dans le corps. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont étudiées. Il faut faire attention à l'isolement de le sucre, le gluten, le lactose. Il faut faire attention à l'isolement. C'est vraiment un tout qu'il faut prendre. Oui, très bien dit. Je vais vous poser une question, juste parce qu'on a entendu souvent ce soir que vous mentionnez la diète méditerranéenne. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu? Parce que vous avez touché juste les grandes lignes, là. Peut-être pour les gens qui l'entendent comme moi, 3, 4, 5 reprises. C'est quoi? Fait que la diète méditerranéenne, elle est très étudiée. Même si vous la tapez en ligne, vous allez la trouver quand même assez facile à expliquer. C'est sûr que la première chose dans la diète méditerranéenne, c'est est-ce que la personne, elle mange quand même de la protéine végétale? D'accord? Est-ce qu'elle mange des légumineuses, des noix, des graines, de l'huile d'olive aussi dans son alimentation? Est-ce qu'elle mange 2-3 fois par semaine au moins du poisson?
Puis, c'est diminué un peu aussi en viande rouge, d'accord? Fait qu'ils vont avoir moins, la diète méditerranéenne va avoir moins de viande rouge, plus de viande blanche. Il va avoir beaucoup, c'est pour ça que tantôt je disais la diète carnivore, c'est là que ça devient difficile avec une diète méditerranéenne, ça va crasher les deux ensemble, là. Puis, il va avoir, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de fibres. Il va avoir de l'hydratation, il va avoir le thé vert, il va avoir également les antioxydants, les petits fruits, il va avoir 2 tasses de légumes par jour. Donc, elle est assez simple à suivre la diète méditerranéenne. Si quelqu'un la tape, il peut vraiment, vraiment être capable de la suivre, même en habitant au Canada. Merci. Et vous avez aussi mentionné tantôt, quelqu'un me pose la question, la différence entre les poissons. Vous avez mentionné les poissons foncés, le thon, le saumon. Est-ce que quelqu'un qui ajoute du poisson blanc dans leur régime, s'ils ne sont pas habitués à le faire, va avoir un avantage? Du poisson blanc, par exemple, dans la diète méditerranéenne, c'est qu'ils vont prôner aussi les aliments qui sont faibles en gras saturés. Donc, les poissons blancs, tous les poissons blancs sont faibles en gras saturés. Donc, ça va faire partie de l'alimentation méditerranéenne. Si quelqu'un tape vraiment alimentation méditerranéenne, il va voir, c'est diminuer en gras saturés, augmenter en oméga 3, augmenter en de la bonne huile d'olive aussi. Fait qu'il y a plein de choses noires, graines, mais aussi, ils ne mangent pas beaucoup de produits amidonnés, sucres ajoutés, la diète méditerranéenne, dont au Canada. Puis, c'est incroyable parce qu'ils ont fait même, j'aurais pu l'avoir mis dans un slide, mais ils ont fait un map avec comment les alimentations sont dans le monde entier. Puis, on voit vraiment les États-Unis, le Canada avec des niveaux d'arthrite élevés, puis l'alimentation raffinée beaucoup plus élevée qu'ailleurs dans le monde, d'accord? Quand tu regardes ailleurs dans le monde, il y a de l'arthrite ailleurs dans le monde, c'est sûr et certain, mais il y a dans les pays qui ont plus d'alimentation raffinée, ils vont avoir des arthrites aussi plus élevées. Puis dans les Blue Zones, vous pourriez taper Blue Zone, qui est très intéressant, ce sont les pays qui ont beaucoup moins qu'une alimentation beaucoup moins raffinée, une alimentation beaucoup plus d'antioxydants, phytonutriments, etc., qu'on appelle les Blue Zones, les diètes méditerranéennes sont très intéressantes aussi. Fait que ça, c'est à taper. Vous pourriez aller vraiment suivre. Il y a les Okinawa, il y a déjà les centenaires. C'est très intéressant à aller lire sur cette recherche aussi. Merci beaucoup. Quelqu'un pose la question, qu'en pensez-vous des suppléments oméga 3 ou les poudres protéines, des choses comme ça pour ajouter à notre régime? Oui, absolument. Donc, les suppléments oméga 3, quand on va être en clinique, on va beaucoup analyser le besoin parce que le problème de l'oméga 3 versus, par exemple, un poisson, d'accord? Quelle est la différence? Quand on va prendre un supplément d'oméga 3, on va isoler, hein? On comprend, on va prendre que l'oméga 3. Quand on va prendre, par exemple, un poisson, si je décide demain matin, demain, je vais faire pour le midi un saumon, je vais me ramasser avec de l'oméga 3, du sélénium dans mon poisson, des antioxydants, de la protéine, etc., que je n'aurais pas dans un isolement de supplément. Donc, je dis toujours à mes patients, donc, on va rajouter à ce moment-là un supplément d'oméga 3. Si l'arthrite est vraiment élevée, on pourrait l'essayer. S'ils ne mangent pas de poisson, n'aiment pas le poisson, mais on y va par étapes. Je préfère que la personne travaille au début, même s'ils achètent en conserve qui n'est pas cher. C'est correct, les saumons en conserve, les sardines en conserve, les thons en conserve. On peut commencer tranquillement, voir si on est capable de le faire par l'alimentation et on rajoutera plus tard si le supplément est nécessaire. Mais le supplément sans changer l'alimentation, pour moi, ça ne sera pas une grande valeur. Bon point, oui. Pour les juste pour les protéines, celle qui avait posé la question pour les protéines. Donc, oui, si les protéines, il y a des protéines végétales en poudre et des protéines de petit lait. Vous pouvez aller avec les protéines végétales si vous voyez que vous avez moins faim, vous les mettre dans un smoothie, etc. Vous voulez remplacer votre repas, puis prendre un smoothie protéiné, ça vaut la peine de l'utiliser à ce moment-là. Oui. On a perdu un peu. Donc, c'est vraiment des bonnes questions, tu sais. Fait que si on a un bon retour, donc les protéines, on était dans les protéines, beaucoup de gens nous demandent, mais on va beaucoup le donner chez les gens, des fois qui ne mangent pas assez de protéines, absolument.
Ça achève déjà. Des fois, ça passe tellement vite le temps, puis il y a tellement de temps que vous avez mentionné. Peut-être juste en résumé, il y a quelqu'un qui a posé la question. Pouvez-vous résumer un petit peu? Quelqu'un qui a besoin de changement, puis c'est gros comme la montagne, puis où commencer? Peut-être juste un petit résumé de motivation booster à la fin. Donc, c'est sûr que c'est pour ça, vous voyez, puis j'ai essayé en plus de mettre ça le plus simple possible, puis vous voyez comment on peut compliquer rapidement l'alimentation. Je vous dirais le premier point très, très important, dès demain matin, est-ce que vous mangez au moins la moitié de l'assiette de légumes? Donc, 2 à 4 tasses de légumes. Allez-y avec tous les légumes que vous aimez, crus, cuits, sautés, en salade, peu importe. Ne vous préoccupez pas de la méthode de cuisson. Puis, on a vu dans la diète méditerranéenne, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive. C'est mieux, essayez de ne pas l'avoir à la lumière aussi, l'huile d'olive. Fait que, premier point. Deuxième point, est-ce que vous mangez du poisson ou de l'oméga 3? Donc, est-ce que vous êtes capable d'avoir 2-3 fois par semaine du poisson dans votre alimentation? Sinon, rajoutez des noix de Grenoble, des graines de lin, des graines de chia tous les jours à votre alimentation. 2. Le troisième point, est-ce que vous êtes capable de manger un petit peu plus végétarien? Donc, êtes-vous capable d'adopter une journée par semaine qu'il n'y a pas trop de traces animales cette journée-là? Êtes-vous capable d'augmenter les légumineuses cette journée-là? Êtes-vous capable de faire une soupe de lentilles, de pois chiches, une salade, etc.? Fait que ça, c'est le troisième point. Ensuite, on s'en va dans le quatrième point. Est-ce que vous êtes capable de diminuer un petit peu ou d'analyser combien de produits amidonés sucre ajouté vous mangez par jour? Combien vous en mangez le matin, le midi, le soir? Est-ce que vos collations sont toujours dans les produits amidonés sucre ajouté ou ils sont dans les autres aliments qu'on appelle les bonnes protéines, les légumes, les fruits, les noix, les graines? Fait que ça, c'est à vérifier. Puis comme dernier, j'irais les fibres et l'eau qui vont beaucoup ensemble. Donc, regardez si vous mangez assez de fibres aussi. Calculez le nombre de fibres. Allez sur Internet, je vous ai même remis la feuille aussi. Puis regardez si vous mangez près de 30 grammes par jour. Ça va déjà vous aider beaucoup. Puis on avait vu finalement, oui, ça sonne, hein? Puis on a vu à la fin si vous buvez assez d'eau. Donc, vous les écrivez, OK, étape 1, fait. Étape 2, fait. Troisième étape, la troisième, j'ai de la difficulté. Je la travaille. D'accord? Je vous ai donné comme un 5-6 étapes. Allez-y par étapes. C'est super important. Puis, vous allez pouvoir le voir dans les slides, là, d'être capable de le faire. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est important tout de suite de travailler sur le microbiote? Non, mais ça serait un bon point vers la fin de commencer à vouloir le travailler absolument. Voilà. Merci. C'est un excellent résumé. Puis je suis contente que c'est enregistré le webinaire. Alors, on va pouvoir partager avec les gens afin de nous assurer que tout le monde a les étapes à suivre. Merci beaucoup. Alors déjà, quasiment rendu à la fin, merci beaucoup Elisabeth, au nom de la Société de l'arthrite du Canada, au nom des participants avec nous ce soir. En mon nom, on vous remercie énormément d'avoir accepté non juste l'invitation, mais le temps de nous accorder votre expérience, nous offrir ces précieux renseignements. Merci beaucoup Elisabeth. Un grand plaisir, puis prenez soin de votre santé parce que même si vous ne voyez pas des effets directs tout de suite sur votre inflammation et douleur, vous allez les voir sur d'autres choses. C'est ça qui est important de comprendre. Ouais. Donc, prenez soin de votre santé, de votre nutrition. Merci, c'est gentil. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Alors, vous verrez apparaître un court sondage à l'écran. S'il vous plaît, cliquez sur la réponse qui représente votre opinion. Alors, la question est « Je me sens mieux informée et outillée après avoir participé au webinaire ce soir. » Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre, fortement en désaccord. Alors, je vais juste laisser quelques secondes pour que les gens puissent répondre au sondage. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage ou qui aimeraient nous donner des commentaires beaucoup plus complets, sachez qu'un sondage beaucoup plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires beaucoup et vos suggestions parce que ça nous aide à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. C'est grâce à vous qu'on est capable d'avoir des participants. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer ainsi que les autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite
pour avoir rendu la présentation possible ce soir. Et encore un gros merci à Elisabeth pour sa présence avec nous. Voici donc qui conclut cette édition de conversation sur l'arthrite et le rôle de l'alimentation et l'inflammation et la douleur. Et je m'excuse encore pour les problèmes techniques. Je sais que ça a créé des bruits un petit peu embêtants, mais on apprécie énormément votre patience et surtout vous, Elisabeth, parce que vous êtes si patient avec les problèmes techniques. Alors, merci tout le monde. À mon nom et au nom de toute l'équipe de la Société, merci d'avoir été parmi nous ce soir et je vous souhaite une excellente bonne fin de soirée. Merci.